dans la famille que ma grand-mère avait commencé à écrire un manuscrit où elle racontait son histoire et sa rencontre avec mon grand-père au début des années 30 en France. Mais ce manuscrit était perdu. Et quand elle est morte, j'avais 15 ans. Et je me suis dit, je veux retrouver ce manuscrit. Et en fait, il n'était pas du tout caché, il était vraiment dans son bureau, dans la pièce qui lui servait de bureau. Et donc, j'ai gardé ce manuscrit, je l'ai gardé très très longtemps, toujours avec moi, mais sans jamais le lire. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur mon film Trop noir pour être française, donc avant même le livre, j'ai ouvert ce manuscrit. Alors c'était très touchant parce que c'était écrit sur des cahiers d'écolière, le papier avait jauni, et je suis entrée effectivement dans ce qui a sans doute été quelque chose de très, très important pour mes grands-parents, pour ma grand-mère en particulier. Et donc sa rencontre à elle, petite provinciale, qui arrive à convaincre ses parents de la laisser aller à la fac parce qu'elle voulait poursuivre ses études au-delà du bac, ce qui était déjà assez inhabituel pour l'époque. Et donc c'est à la faculté de Toulouse, dans la bibliothèque, qu'un jour elle a rencontré mon grand-père. Je pense que c'est elle, en tout cas dans son manuscrit, c'est elle qui l'aborde. Elle est intriguée par ce jeune homme africain. Il y en a très très peu évidemment à l'époque à Toulouse. Et il commence à sympathiser et il tombe amoureux. Et commence alors pour elle un combat, faire accepter ce jeune Africain par ses parents voilà, qui n'avaient jamais vu d'homme noir, qui n'avaient aucune idée de l'altérité. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu une sorte de schisme dans la famille entre ceux qui ne voyaient qu'un nègre et pour qui il était inconcevable que le mariage ait lieu, et ceux qui voyaient un homme et qui se sont dit, quelle que soit la couleur de sa peau, cet homme est pareil que nous. Et donc si Rosemary, elle s'appelait Rosemary, veut se marier avec lui, eh bien il n'y a pas il y a pas de souci. Et donc la famille s'est affrontée, finalement les parents ont cédé et ils se sont mariés. Bon, ils se sont mariés à minuit parce que ils avaient peur, voilà, la famille de ma grand-mère avait peur du camp d'Iraton. Et ce qui est intéressant, c'est parce que bon, là on parle du côté français, mais c'est vrai que du côté ivoirien aussi, ils avaient beaucoup d'inquiétudes face à ce mariage mixte. Et il paraît que mon arrière-grand-père aurait écrit à mon grand-père pour lui dire, tu sais, ce n'est pas parce qu'un bout de bois reste longtemps dans l'eau qu'il devient un caïman. Et donc on voit bien que des deux côtés, il a fallu que chacun s'accommode. Et c'est vrai que ce mariage qui a été finalement le premier mariage mixte de Côte d'Ivoire a pu être exemplaire pour beaucoup, et surtout montrait la possibilité, alors à un niveau, à une échelle sociale réduite, celle du couple, mais en tout cas la possibilité d'un dépassement de la race. Quand j'avais 9 ans, mon père adoptif m'a amené en vacances en Espagne, et il m'a conduit au Prado. Et c'était la première fois que j'entrais dans un musée d'art plastique. Et donc j'ai découvert la peinture de Goya, de Velázquez, du Gréco. Et pour moi, ça a été un éblouissement. J'étais émerveillée par ce que je voyais. Et cet amour de la peinture a été tel que ensuite j'ai décidé donc de poursuivre des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre, où nous avions un cours d'art contemporain fait par un conservateur, bon, aujourd'hui extrêmement connu en France, Bernard Blisten, et un jour il nous parle de Basquiat. Et là, je tombe des nues. Je n'avais jamais entendu parler de Jean-Michel Basquiat, qui pourtant était venu à Abidjan. C'était en 1986. J'y vivais à l'époque, mais en tout cas, je n'avais pas été au courant de sa venue. Et à ce moment-là, je me suis aperçue qu'effectivement,
je n'avais encore jamais vu ou fréquenté d'œuvre d'un peintre noir. Et que cela ne m'avait même d'ailleurs jamais traversé l'esprit que j'en avais pas vu. Et là, je me suis dit, en effet, on est dans un monde ou dans une culture où finalement l'absence de l'autre ne nous est pas signifiée au point qu'elle paraît normale. Qu'effectivement, l'art contemporain, ben, c'était une dialectique, c'était une histoire entre l'Europe, la vieille Europe et l'Amérique. Et ça se construisait comme ça entre les deux rives de l'Atlantique. Le reste du monde n'y avait pas grande part, et certainement pas les Africains ou les descendants d'Africains. Et donc tout d'un coup, j'ai été effectivement extrêmement touchée, peut-être moins par les œuvres qui sont très belles, mais par tout ce que j'ai pu voir, des vidéos, des interviews de Basquiat, donc qui est extrêmement jeune, qui, bon, peut-être aussi à cause de la drogue, etc., qui est souvent... il a presque une position pour moi un peu fétale quand il est face à une caméra. Il se touche le nez, il se gratte le nez, on a l'impression qu'il a encore de la morve un peu qui lui coule. Il est assez mal à l'aise et en même temps il est très affirmé. Et en fait, on le sent toujours, il est toujours dans un malaise parce qu'il est parfaitement conscient de la place qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il est le seul artiste noir reconnu par le monde de l'art occidental. Et en même temps, c'est ce qu'il voulait, il l'a voulu très très fort et il a tout fait pour être à cette place-là. Et en même temps, il en vit tout l'inconfort et également l'ambivalence du regard qui est posé sur lui, parce que on parle d'art brut, faut de naïveté, de quelque chose qui jaillit. Et alors que lui dit, quand je peins, quand il y a des pieds sur mes tableaux, etc., c'est le souvenir que j'ai des sculptures néoclassiques que je voyais au musée, parce que sa mère l'emmenait beaucoup au musée. Et ça, on le lui nie, parce qu'on est dans cette position comme ça, très essentialiste, de l'artiste noir qui serait uniquement animé par une pulsion, par quelque chose qui le traverse presque malgré lui. Et finalement, on lui refuse en fait, lui, d'avoir la connaissance d'une histoire de l'art dans laquelle il s'inscrit. C'est une interview qui est faite par un critique d'art, Marc Miller, qui aime beaucoup son travail, mais en même temps qui parle d'imitation. Il lui dit, vous imitez les artistes néoclassiques. Lui, Basquiat lui dit non, il s'agit de références. Il dit, mais en fait, vous êtes en train de me regarder comme un singe avec un pinceau. Et à un moment, donc Marc Miller lui demande si la légende selon laquelle il était enfermé dans la cave de la galeriste Anina Nosé, qui était une galeriste importante à l'époque, pour peindre, est-ce que c'est vrai? Et Basquiat répond, ennuyé, si j'étais blanc, on dirait que je suis un artiste en résidence. Et donc il y a toujours ce malaise. Alors c'est peut-être aussi lui qui peut l'exacerber, mais il y a effectivement ce malaise de la position, je dirais, de l'artiste noir dans le monde occidental, qui était présente à l'époque et qui l'est toujours. Et même si aujourd'hui, on parle enfin d'art contemporain africain, même s'il y a des foires d'art contemporain africain maintenant à Paris, à Londres, même si c'est maintenant un art qui se vend très bien, on remarque qu'il a fallu beaucoup de chemin. Il a fallu plus de 30 ans, il a fallu au moins 30 ans depuis la première exposition qui était Magiciens de la Terre, où là on parlait des artistes africains, effectivement, comme des magiciens, des personnes qui n'étaient pas dans l'histoire de l'art,
mais qui, un peu presque, je ne sais pas, par accident comme ça, produisaient de l'art sans finalement en être peut-être tout à fait conscient. Aujourd'hui, on reconnaît qu'effectivement, il y a des artistes qui sont traversés à la fois par leur culture propre, à la fois par toutes sortes d'influences, et notamment celles de leurs prédécesseurs artistes, et qui produisent. Et en même temps, moi je suis toujours assez sceptique quand je vois que tout ce qui se fait autour de ces artistes africains n'est jamais sur... Par exemple, on pourrait avoir des monographies, des expositions sur un artiste, c'est toujours sur l'Afrique. Donc on est encore dans un rapport comme ça un peu exotique, exotisant vis-à-vis des artistes. Mais Warhol à ce moment-là, voilà, c'est le début des années 80 et il est le premier, il est le seul. Et ce qui est frappant, c'est que même, j'ai dit Warhol, excusez-moi, Basquiat, en fait, je pensais à Warhol parce que Warhol, à ce moment-là, est en train un peu de décliner. Il se répète, il cherche à renouveler son inspiration. Et c'est lui qui demande à collaborer avec Basquiat. Et donc ils vont, et bien sûr Basquiat est très heureux parce que voilà, Warhol règne sur l'art new-yorkais, sur la scène artistique new-yorkaise. Et donc ils vont produire ensemble toute une série de tableaux qui sont considérés comme n'étant pas le meilleur de la production de l'un et de l'autre, mais ils le font. Et malgré cela, Warhol écrit, alors qu'il est l'ami de Basquiat, que Basquiat lui voue une immense admiration, même s'il l'accuse régulièrement de se servir de lui. Warhol écrit dans son journal, 9 août 1983, « Page a passé la nuit downtown avec Jean-Michel dans son loft sale qui sent mauvais. Je sais comment il sent parce que Chris y est allé et il a dit que c'était comme un loft de nègres, qu'il y avait des billets de $100 froissés dans un coin, des mauvaises odeurs corporelles partout et qu'on marche sur les tableaux. » Donc je trouvais ça extrêmement violent, finalement, de la part d'un peintre qui était supposé être son ami, qui était supposé reconnaître son talent de façon égale, puisqu'ils ont eu cette collaboration. Et en même temps, voilà, Basquiat est un nègre. Et c'est vrai que pour moi, à ce moment-là, ça m'interroge énormément parce que voilà, j'ai 20 ans, j'aspire à devenir écrivaine, je ne pense pas encore à faire des films, en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment d'écrire. Et je ressens aussi ici à Paris très fortement cette ambivalence. La Revue Noire que vous connaissez peut-être, qui est une revue d'art contemporain qui naît à ce moment-là, qui naît dans les années 80, au début des années 90, en réaction justement à cette vision exotique des artistes africains, commence à peine. Et moi, je ressens ce regard un peu, enfin, c'est pas un peu, ce regard paternaliste posé sur les Africains. Et en même temps aussi, peut-être une difficulté à pouvoir exprimer mon métissage, alors qu'il soit familial, génétique, mais aussi métissage d'influence, métissage culturel, où l'on attend effectivement de moi que je représente l'Afrique, et on me renvoie une très grande déception parce que je ne suis pas assez africaine, ou je ne suis pas une bonne africaine, je n'ai pas d'accent, je ne parle pas les langues, je ne fais pas de la cuisine, enfin je ne corresponds pas, voilà, effectivement je ne suis pas suffisamment exotique et donc je ne réponds pas aux attentes qu'on peut placer sur moi. Et en même temps, je ne me sens pas française parce que on ne me renvoie pas que je peux l'être. Même si, effectivement, sur ma carte d'identité, j'ai la nationalité, à aucun moment je suis perçue comme étant française. Et donc, effectivement, cette difficulté comme ça à pouvoir me situer, et donc aussi à pouvoir dire dans quoi je vais inscrire ce que j'écris ou ce que je vais faire, où le situer, c'était quelque chose qui m'interrogeait beaucoup.
Et c'est vrai que du coup, le parcours de Basquiat me parlait de façon très intime, au point que j'ai écrit un texte à l'époque qui ensuite a été mis en espace et interprété par le comédien par Alex Descas, qui était effectivement un personnage de peintre africain, d'un peintre ivoirien qui quitte New York pour retourner en Afrique et qui se demande si finalement il fait bien de retourner parce que est-ce qu'il est encore chez lui là-bas même s'il ne l'est pas ici. Et donc je vous propose vous voulez bien, de vous lire un petit extrait, un passage de ce texte qui s'appelle Sex Portrait of the Artist. Donc. Les Apaches urbains infiltrent le ghetto blanc de l'art. Tiens, c'est un bon titre ça pour un livre brûlot ou un film. Tout qui dit rien. Mais le masochisme des payeurs a bon dos. Qui veut des graffitis incendiaires de Quick, Black Men Creating Art History. Les Noirs font l'histoire de l'art. What if Jasper Jones had been a black man? Et si Jasper Jones avait été noir? Et si Keith Haring n'avait pas été intello et blanc? Il en aurait bavé comme on a fait baver Basquiat. Moi, si l'art gang new-yorkais me tolère, je ne me fais pas d'illusions. Pas américain, déjà un point pour moi. Je suis un bel exotisme, grand nègre d'Afrique. Encore que l'Afrique. Mais il ne faut pas trop finasser, sinon il s'embrouille. Un nègre est un nègre, non? Belle ébène, dans scène, nom prénom à martèlement exotique, merci Marina de m'avoir rebaptisé, parle avec un accent délicieusement Frenchy, connaît son Duchamp de A à Z, a assez bourlingué pour ne pas s'en laisser remontrer par 2, 3 critiquailleurs qui s'imaginent faire l'histoire. Mais Basquiat, artiste spontané, qu'il disait, exception biologique tant qu'à faire, obligé d'en rajouter dans la débilité feinte, histoire de dire aux uns et aux autres « foutez-moi la paix, voyez pas que je me fous de vous ». S'y prenait plutôt bien le gamin veillé par l'instance tutélaire en perruquet, mais niqué à fond le conduit, quoi qu'il tente. Le retour aux racines? Les Africains n'ont plus de racines. S'ils avaient une terre, une mère, ils ont oublié, lobotomisés par la décolonisation, par la colonisation, décolorés par la poste, la néo et la toujours actuelle. Seuls quelques résistants, des innovants en aide des extraterrestres. Pourquoi je rentre? Putain, j'ai même pas grandi. Faut bien rentrer quelque part un jour, trouver sa niche, non? Maintenant qu'il est mort, le frêle Samo, la bonne conscience de l'Amérique, de l'Occident entier, Basquiat fétiche, tu parles. Le premier noir admis au panthéon de l'art contemporain. Et quoi? J'exagère? Il y a des gens sincères aussi? Si peu. Qui apprécie ma production pour ce qu'elle est? Pourquoi le premier public des Noirs sont les Blancs? Notre défaut. Je ferais mieux de rester. Là-bas, ils ne voudront pas du fils prodigue. Ils sont durs, les Ivoiriens. Durs avec les leurs, durs avec ceux qui ne sont pas des leurs. J'avais bien essayé de tempérer son enthousiasme à Basquiat. C'était quelques jours avant son départ, une expo au Centre culturel français d'Abidjan. Il était venu me trouver, amené par Joey qui lui avait dit que j'étais de la Côte d'Ivoire. Mais il ne voulait rien entendre, tout à ses illusions de Motherland. Terre-mère, mon cul. Il y a vraiment que les nègres d'Amérique pour continuer de croire à cette connerie. Quand il est revenu, Joey m'a dit, il pleurait. Il y aurait confié, le colon les a bien dressés, ils n'en ont que pour l'école de Paris. Je suis allée le voir et on s'est fait un rail en l'honneur des franchises. Et donc, j'espère aujourd'hui avoir, je dirais, en tout cas pour moi, résolu un peu ce questionnement sur effectivement, finalement, ma place. Et je pense que le livre que j'ai fait et le film aussi m'y ont aidé, que le fait de choisir de dire que je suis noire était une manière à la fois de ne pas avoir toujours à choisir entre la France d'un côté, la Côte d'Ivoire de l'autre, l'Europe, l'Afrique,
mais aussi à pouvoir endosser voilà, ce qualificatif qu'on me collait. Et comme l'ont fait, comme ont pu le faire bien avant moi et de façon illustre, les Césaire avec le nègre il t'emmerde, toujours cette idée de reprendre finalement l'injure et de pouvoir l'habiter et en faire quelque chose de noble et de beau. Et je trouve que effectivement, pour moi le mot noir permet cela parce qu'il dit qu'effectivement il y a peut-être une unité de destin, quelle que soit l'origine des afro-descendants, comme on les appelle maintenant. Mais aussi, c'est une inscription qui, effectivement, n'est plus toujours nécessairement liée à l'Afrique et qui peut la dépasser ou en tout cas aller au-delà. Et donc, effectivement, ce moment de découverte de qui était Basquiat et à peu près au même moment, ma collaboration avec la Revue Noire, où tout d'un coup on disait oui, on va vous montrer qu'il y a des artistes africains, qu'il y a des artistes contemporains africains, qui ne sont pas d'ailleurs qu'en Afrique, et qui n'ont que faire des petites cases et des stéréotypes dans lesquels vous voudriez les enfermer. Et je pense que tout ça, ça a été effectivement peut-être ma véritable formation artistique, parce que ça m'a permis, voilà, à un moment de pouvoir décider où je me situais et de finalement sortir de ce dilemme qu'on m'imposait et que j'avais endossé, qui était es-tu africaine, et alors soit africaine de telle façon, ou es-tu européenne, occidentale. Donc voilà. La troisième rencontre importante dans ces moments, voilà, un peu de formation, ça a été la rencontre avec le cinéma de Claire Denis. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez toutes. Et donc, c'est très banal. Là aussi, j'étais adolescente, en vacances. Je regarde la télé le soir et je vois un film, Chocolat, qui est son premier film et où elle raconte finalement ses souvenirs d'enfant, puisqu'elle était la fille d'un administrateur colonial. Et pour la première fois, je vois, je vous dirais, pour la première fois, je vois au cinéma un personnage noir et qui n'était pas, voilà, qui n'était pas une caricature. C'était pas les films de Tarzan, c'était pas des figurants qui étaient supposés incarner je ne sais quelle tribu africaine. C'était quelqu'un voilà, c'était un homme, et avec toute sa densité et sa complexité, et dans effectivement des problématiques qui me touchaient, qui me touchent toujours, puisqu'il s'agit effectivement de cette rencontre entre le noir et le blanc, entre l'Afrique et l'Europe, et dans ce contexte très particulier. C'était la première fois que je voyais ça au cinéma français. Il faut savoir que la colonisation, plus encore l'esclavage, sont des grands sujets tabous, à la fois effectivement sans doute de la société française, mais en tout cas du cinéma. Donc il y a extrêmement peu de films sur ces sujets-là. La colonisation un petit peu, voilà, maintenant plus du tout. Si vous regardez bien, depuis les années 2000, il n'y a aucun film sur la colonisation, en tout cas en Afrique subsaharienne. Sur l'esclavage, il n'y a pas de... Il y a eu, si on peut dire, les caprices d'un fleuve, etc., mais quelque chose qui l'aborde vraiment. Et donc c'est un peu une zone, je dirais, de non-dit,
en France. Et là, tout d'un coup, il y avait effectivement cette réalisatrice qui y allait, quoi. Et qui disait des choses qui pourraient rester toujours extrêmement vives, même des années après, dans ce que je pouvais voir en Côte d'Ivoire, où finalement, malgré les indépendances, les structures coloniales étaient restées. Et où donc vous aviez effectivement toujours ces rapports de boy à maître, notamment voilà, dans les communautés d'expatriés français, et où finalement, donc à travers ce film, vous voyez où s'originaient ces rapports de domination, aussi ce sentiment. Alors là, on ne voit pas trop le personnage de la mère, mais il y a cette idée de la femme blanche qu'il faut préserver, qui représente un idéal de civilisation. Et en même temps avec toujours cette tentation et cet interdit représenté par l'homme noir et cet interdit de la sexualité entre la femme blanche et l'homme noir, et qui est quelque chose qui demeure, en tout cas ça me frappe, qui demeure en Afrique, en tout cas francophone, celle que je connais, extrêmement présent aujourd'hui encore. Et c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, que je raconte dans mon livre, où ça m'avait sidérée. Bon, je suis arrivée à Abidjan, j'avais 8 ans. Je commençais à vivre à Abidjan, j'avais 8 ans. Et donc, j'avais des petites camarades qui étaient mes voisines, qui étaient 2 Françaises, 2 sœurs, qui étaient nées en Côte d'Ivoire, enfin, qui avaient toujours vécu en Côte d'Ivoire. Et donc on se suit comme ça, et au moment de l'adolescence, vers 16 ans, etc., on discute, garçons, etc. Et elles me disent, ah mais non, nous, jamais on ne sortira avec un noir, Isabelle. Et effectivement, ce qu'elles ont, elles ont scrupuleusement tenu la promesse qu'elles s'étaient faite à elles-mêmes. L'une s'est mariée avec un Français, l'autre avec un Libanais. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça m'a ouvert les yeux, parce que bon, moi étant voilà, dans une famille mixte, donc je fréquentais aussi bien les enfants ivoiriens que les enfants de la communauté expatriée, avec lesquels parfois je me sentais plus à l'aise, puisqu'on me renvoyait, les Ivoiriens me renvoyaient le fait que j'étais peut-être trop française, en tout cas voilà, dans mes façons d'être et de parler. Et tout d'un coup, j'ai regardé autrement effectivement ces jeunes Français en Afrique, et je me suis dit, mais où se situe-t-il? Est-ce que alors ce pays dans lequel ils vivent, qu'est-ce que c'est? C'est juste comment dirais-je, un parc d'attractions à ciel ouvert où on va à la mer, où on vit beaucoup mieux qu'on ne vivra en France, une France qu'ils ne connaissent quasiment pas, c'est juste les vacances sur la Côte d'Azur l'été. Et en même temps, effectivement, on reste entre blancs. On a des boys noirs, on fréquente un peu à l'école quelques Africains, mais il y a des lignes comme ça qu'on ne franchit pas. Et elles ne sont peut-être pas dites, mais tout le monde les connaît. Et, et donc voilà, cette permanence comme ça des structures coloniales, moi je la trouve passionnante, parce que il me semble que c'est celle qu'on a encore besoin aujourd'hui encore de déconstruire ici, où effectivement ce sont des sujets difficiles, mais de déconstruire aussi en Afrique, où peut-être plus qu'on ne veut l'admettre, ces structures ont été intégrées, ont traversé la psyché des Africains. Et même si maintenant, par peut-être les plus jeunes générations, elles sont remises en question, en tout cas au niveau de nos dirigeants, elles ne le sont quasiment pas, très peu. Ou alors c'est vrai qu'on a tendance à les assassiner parfois quand ils le font. Et donc voilà, et donc il y avait cette femme qui tout d'un coup parlait de tout ça au cinéma.
Et donc je me suis dit, il faut que je la rencontre. J'avais publié effectivement La Grande Dévoreuse, qui était mon premier roman. J'avais cette idée comme ça de devenir scénariste. Et donc j'en avais fait un synopsis. Et on était voilà, un petit groupe d'amis comme ça, où on avait envie, de cinéma. On ne savait pas trop comment, mais on avait envie de cinéma. Et l'un d'eux travaillait à EDF. Et donc, dès qu'il voyait passer les relevés d'électricité d'acteurs ou de réalisateurs, il notait, il notait toutes leurs coordonnées. Et donc, quand je lui ai dit je veux rencontrer Claire Denis, il m'a dit mais pas de problème, voilà son adresse. Et donc, j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de digicode et j'ai déposé mon synopsis dans sa boîte aux lettres. Et 2 jours après, elle me rappelait. Il faut savoir que Claire Denis a des cordes vocales, je pense, cassées, donc elle a une voix très rauque, comme ça. Et donc elle appelle le matin, 9 h du matin, elle me dit « Ah, c'est formidable !» Et j'étais un peu tétanisée, et en même temps, c'est formidable que cette femme voilà, dont j'admirais autant le travail a été, je pense, très fécondant pour moi. Et donc j'ai fait le siège jusqu'à ce qu'elle accepte qu'on se voit. Et donc on a parlé comme ça un peu cinéma. Et finalement c'est elle parce qu'elle m'a dit votre histoire, oui, elle est formidable, mais c'est la vôtre. Donc c'est à vous d'en faire un film, pas de me le déposer, mais moi j'ai d'autres histoires à raconter. Et je dirais que c'est sans doute elle qui a placé la petite graine de la réalisation, qui n'était pas une envie que j'avais au départ, mais d'un coup elle m'en a fait entrevoir la possibilité. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, c'était quelqu'un à qui je pouvais faire lire des scénarios ou qui me faisait venir sur ses tournages. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai rencontré donc Alex Descas, avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que c'est sans doute précieux d'avoir d'un coup des personnes qui incarnent finalement votre désir et qui vous donnent une sorte de laisser-passer, qui vous disent vas-y. Et donc, même si je dirais que de façon esthétique, j'ai été peut-être davantage influencée par d'autres réalisateurs, comme Antonioni ou comme Oshima, qui sont des personnes voilà, dont le rapport plastique à l'image m'a très fortement nourrie. Voilà, j'ai une tendresse particulière pour Claire Denis, pour son travail, et aussi parce que sans doute elle pose des questions qui finalement me renvoient à cette rencontre originelle constitutive de mon histoire, qui est celle de mes grands-parents, donc d'une femme blanche et d'un homme noir. Parce que même si elle a souvent filmé en Afrique, même si elle a souvent filmé avec des acteurs noirs, Claire Denis reste une femme blanche, une femme française, et elle l'assume. Et c'est vrai que dans ses films, il y a cette position-là et aussi donc du regard qu'elle porte et du désir aussi qu'elle peut peut-être avoir de l'homme noir. Et donc effectivement, je suppose que cela me ramène aussi voilà, à cette histoire familiale. Et finalement cette question de savoir si l'amour, si l'utopie de l'amour peut réellement dissoudre le racisme, ou si finalement dans cette micro-société qu'est un couple, est-ce que dans un couple mixte on en vient finalement à rejouer les dynamiques qui sont celles de la race, parce qu'on entend souvent de façon comme ça un peu, je trouve utopique, de dire que le métissage marquerait la fin, serait le symbole, ou symboliserait la fin, ou permettrait la fin du racisme. Mais finalement, qu'est-ce qui se joue dans le métissage? Qu'est-ce qui se joue dans des couples mixtes? Qu'est-ce qu'on reproduit ou pas? Qu'est-ce qu'on transforme ou non? Et je ne crois pas
qu'il suffise de dire qu'on s'est aimé et que du coup tout allait bien. Et ce qui est l'histoire un peu que moi on me racontait quand j'étais enfant, qui était « mais oui, regarde, tes grands-parents ont vaincu d'une certaine façon le racisme et nous en ont délivré dans notre histoire puisque maintenant on n'a plus à se poser cette question-là ». Et bon, je me suis rendu compte que oui, j'ai dû continuer à me la poser et qu'effectivement dans le métissage, il y a beaucoup de dynamiques qui opèrent et qui sont certainement moins innocentes qu'on ne veut bien le croire. Alphonse peut être fier du chemin parcouru. Il a tenu la promesse faite à ses parents. Il est magistrat. Malgré les obstacles, il a épousé la femme qu'il aime et depuis peu, il est devenu père de famille. Mais sa joie est ternie par une appréhension. Là, je cite ma grand-mère. Ils allaient affronter la question de la couleur qui ne s'était jamais posée à lui, que ce soit au collège comme à l'université. Cet affrontement, il le redoutait pour Rosemary. Quelles seraient ses réactions devant ces nouveaux problèmes? Il se répétait qu'elle s'en était bien tirée avec sa famille, mais c'était un coup de bélier qu'elle avait donné. Comment résisterait-elle à l'usure des vexations mesquines qu'elle aurait à subir à longueur de journée? Des couples demi-deuil, comme elle se plaisait à le dire, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Demi-deuil. Après les habits de grand deuil tout de noir, ceux de demi-deuil où le blanc pouvait se mêler au noir. C'est ainsi que ma grand-mère appelait leur couple. Le racisme qu'Alphonse craint pour sa jeune épouse va se manifester avant même qu'ils aient posé le pied sur le bateau pour l'Afrique. Alors qu'ils piétinent pour monter sur la passerelle, l'attention de Rosemary est attirée par deux vieux coloniaux qui parlent assez haut pour qu'elle les entende. Donc là, ma grand-mère écrit « Regarde ce nègre qui se dirige vers le pont des Premières. Un Antillais, certainement, on les voit partout. Non, il a le type africain. Un Sénégalais? Non. Si les nègres s'intellectualisent, qu'allons-nous devenir ?» Heureusement, Alphonse, trop occupé à protéger son fils de la bousculade, n'a rien entendu. Rosemary préfère garder le silence, mais le soir, dans la salle à manger du bateau, donc je la cite, « Les passagers, composés en majeure partie d'administrateurs des colonies, de médecins militaires, d'officiers, sont placés selon leur grade. On les installe, Alphonse et elle, à une table de sous-officiers qui ne correspond pas à la fonction de mon grand-père. Bien sûr, on le fait parce qu'il est noir. » Mise mal à l'aise par les plaisanteries de corps de garde échangées autour d'elle, Rosemary observe la comédie sociale qui se joue aux autres tables. Elle a l'impression, dit-elle, de se retrouver dans une comédie de Courteline. Je cite, « Les fonctionnaires de rangs différents se regardaient de haut. Madame administrateur en chef, qui se trouvait placée à la droite du commandant, toisait avec hauteur celle dont le mari moins gradé n'avait eu l'insigne honneur d'être assis à la table officielle. La femme d'un colonel d'infanterie coloniale passait en revue derrière son face à main la troupe des élèves administrateurs rougissants, parmi lesquels elle pourrait trouver un mari pour ses 3 filles qui l'accompagnaient, 3 filles à la sottise bruyante. » Comme plus tard, Rosemary s'étonne de ses comportements, Alphonse lui explique, je cite, que dès que toutes ces personnes sont sur le bateau, elles ont déjà un pied à la colonie et jouissent du prestige de l'épiderme et des fonctions de commandement de leur mari. Ma grand-mère réagit vivement. « Ah, parce que l'épiderme a un prestige ? Mes yeux se dessillent et c'est maintenant que je réalise ce qu'est le racisme. Est-ce la couleur de la peau qui donne une valeur à un homme ou les qualités de son cœur ? Jamais je ne fréquenterai des gens ayant pareilles idées. Jamais. » Et sa voix s'enroua dans un sanglot.